Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La triple menace édition du 11 mars 2024. Bienvenue à l'émission. J'espère que vous portez bien. J'espère que les nombreux étudiants de la province ont passé une bonne semaine de relâche ou une semaine de lecture, peu importe comment vous voulez appeler ça. Très productive, ce qui était notamment le cas de Félix ici, qui en a profité pendant sa petite semaine de relâche pour faire un voyage long et périlleux à travers la province, pour être plus précis, à 1h30 de Montréal. Félix, on a réservé une petite chronique très spéciale pour toi, une petite chronique voyage avec Félix Forget. Le petit carnet de voyage de Félix. Moi, écoute, tu parlais tantôt de la relâche, Mio. Moi, il y a une affaire, j'ai remarqué que la relâche, je sais pas si c'est le cas pour les autres étudiants, là, mais la relâche, je suis plus occupé pendant une relâche que dans une semaine d'école normale. Je sais pas comment je fais mon compte, mais on dirait que j'essaie comme de trop remplir mon horaire. Fait que mon horaire comme demain, tu vois, c'est ma dernière journée de relâche. C'est la seule journée où j'ai rien depuis le début. Tu vois, je me suis booké une journée libre demain, ma première. Et hier, j'étais à Trois-Rivières, à 1h30 d'ici, pour aller voir les Lions de Trois-Rivières qui nous ont invité, la gang de DLC, à aller voir un match là-bas. Et pour vrai, gros merci à la gang des Lions de nous avoir invités. Ça a été une super belle journée là-bas. La gang, ça a été exceptionnel. On a eu un bon match en plus, une victoire des Lions 3-1. Super le fun, l'ambiance est incroyable. Si vous cherchez un endroit où aller, si vous êtes dans le coin à un moment donné, vous passez là. Super bonne idée d'arrêter là. C'était trippant, une super belle journée. Et merci encore aux Lions pour ça, et pour l'invitation et tout. Et ça a été vraiment nice. Et honnêtement, je dis pas ça juste parce qu'ils nous ont invités. Là, j'ai vraiment trippé d'être là. Puis un gros merci aux Lions pour cette invitation. Hey, Félix, t'as 20 ans, hein? Oui, 20 ans. Pop, tu réalises que Félix peut légalement encore être repêché? Non, mais je te dis. Non, rendu à ce ben, tu vois, est-ce que t'as 20 ou tu vas avoir 21, genre, au mois d'avril, quelque chose de Moi, je vais avoir 21 le 30. Le 30 avril, je vais avoir 21. OK, fait que... fuck. Fait que t'aurais... Ouais, tu serais sur la saison de 20 ans, tu pourrais pas être repêché, mais tu pourrais être signé comme agent libre à la fin de la saison. Tu sais, au college, quand les gars prennent leur décision avec quelle équipe ils vont aller, là, tu sais, dans le fond, je vais faire la même affaire, là, je vais avoir toutes les petites casquettes, là, puis si j'en ai une à choisir, ça va être celle-là, je vais me la mettre sur la tête comme ça, on va être en business, let's go Lyon. Ouais, ça va être juste ça va être ça. On va rouler de même, là. Pas plus compliqué que ça. Moi, je pensais que t'allais, genre, prendre la casquette de U Laval de Renier Montréal pour aller signer jamais. Shout out l'Université Laval, quand même. On commence à enregistrer il y a à peu près 8 heures. Il y a à peu près 2-3 minutes, l'Université Laval qui vient de gagner un championnat national en basketball masculin. Out of fucking nowhere. Je suis pas ça, mais j'ai vu l'affiche 11 victoires, 20 défaites en saison régulière. Mais Gang étant l'équipe haute du tournoi. Hey, mais tu sais quoi, je vais dire ça là, en tant que fier membre de l'UDM, fier étudiant de l'UDM. Je déteste l'Université Laval parce que c'est comme détester Toronto, là. C'est les rivales, tu détestes ton rival. Mais sur un championnat canadien au basketball, j'étais content. Honnêtement, je suis content. Bravo à l'Université Laval. Profitez-en, c'est la seule fois que je vais encourager l'Université Laval. Belle victoire. Honnêtement, pour elle, puis comme tu disais, c'est une belle histoire parce que cette équipe-là n'avait pas rapport là, quasiment une fiche de 11 et 20, puis un peu de nulle part, ça a été l'underdog qui est allé gagner. Bravo pour elle, au Rouge et Or d'avoir été chercher ça. Et c'est la dernière fois de ma vie que vous allez m'entendre dire bravo au Rouge et Or. En fait, des fois, je vais le dire peut-être sur un ton sarcastique quand ils vont perdre. Bravo au Rouge et Or d'avoir perdu un match. Mais là, pour elle, bravo pour cette belle victoire-là. C'est le fun, puis c'est le fun que le Québec rayonne comme ça sur la scène canadienne. Ça aurait dû être nous. Ça aurait dû être l'UQAM. Non, ça aurait dû être l'UDM. Ça aurait dû être l'UQAM. Félix, ça fait 2 ans qu'on gagne le championnat RSEQ, qu'on gagne au niveau provincial, mais par contre, national... Ah, mais t'as-tu une équipe de football? Non, puis je pense pas que c'est dans les intentions. Non, mais tu sais, au moins, qu'on gagne quelque chose. Tu sais, utiliser une quote de Rémi Girard dans le film de Maurice Richard.
nous autres, là, on gagne pas grand-chose dans la vie, mais on va s'assurer qu'on le fasse comme il faut. Ça, c'est l'UQAM au basketball. Félicitations quand même au Stade de s'être rendu là. On va les avoir l'année prochaine. Hey boys, on a eu une bonne semaine en matière de sport, à commencer avec le hockey, parce que jeudi, c'était la date limite des transactions et on avait un petit peu peur parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui s'était donné jusqu'à mercredi. On commençait à s'envoyer des mimes du gars qui pique avec un bâton le logo de la LNH comme « S'il te plaît, fais quelque chose, là. Fais quelque chose. Do something. » Puis finalement, il y a des choses qui se sont déroulées. Puis on vous amène 3 petits takeaways, 3 choses que l'on retient de cette date limite des transactions. Puis, je suis vraiment désolé, le monde à la maison, là. Préparez-vous. Parce que ça risque d'être crissement scandaleux. Je laisse la scène ici. Ça, je suppose que c'est moi qui dois rentrer. C'est un peu mon cue pour rentrer en scène. Absolument. Est-ce que le moindre doute? Écoute, on peut dire ce qu'on voudra. Je vois beaucoup de gens qui critiquent Kyle Dubas à Pittsburgh depuis quelques jours, notamment avec le trade de Jake Guentzel, mais je vais le dire tout de suite. Je ne considère pas l'échange comme un win-win parce que partir de Jake Guentzel, c'est quand même gros. Puis surtout, on n'a pas eu le choix de première ronde pour y arriver. Mais les Penguins de Pittsburgh, pour moi, ressortent gagnants. C'est impossible. Ressortent gagnants de cette période de transaction. C'est impossible. Et je dis pas pour les trades qu'ils ont fait ou qui ont pas fait. Je veux juste expliquer. Les Penguins de Pittsburgh, ça fait combien d'années qu'on dit que ce groupe-là est fini? Qu'on n'est plus contender, qu'on retarde un rebuild pour 3 joueurs dont la loyauté est un peu trop excessive. Là, les Penguins de Pittsburgh viennent officiellement de se mettre dans un camp vendeur. On regarnit bientôt la banque de choix. On a enfin avoué que les Penguins de Pittsburgh ne sont plus des contenders et qu'on doit regarder vers le futur. Il n'y a plus rien à faire. Oui, Sidney Crosby a probablement une de ses meilleures saisons à vie, probablement peut-être la meilleure de sa carrière. Mais on est rendu là chez les Penguins de Pittsburgh et là, c'est une première étape qu'on vient de faire. J'ai hâte de voir la suite pour eux autres. Et je vois beaucoup Kyle Dubas qui se fait ramasser. Je m'excuse. Mais Brian Burke et Ron Hextall qui sont arrivés avant lui ont mis cette organisation au bout du rouleau. Et c'est malheureusement Kyle Dubas qui doit le ramasser. Là, je vois beaucoup de monde qui disent « Ah, mais là, c'est tellement poche pour Sidney Crosby qui ne mérite pas ça. » Attends une minute, là. Ça fait depuis 2018, la dernière fois que Pittsburgh a gagné une ronde en série. Donc, ça fait à peu près 6 ans qu'on essaye de donner une coupe de plus à Sidney Crosby, Evgeny Malkin et Christopher Letang au travers. On n'a jamais été capable, on n'a jamais été gagné une ronde de séries éliminatoires. Et là, tu me dis que c'est plat, on est rendu là. On est rendu là. Tu sais, Sidney Crosby, ça va faire bientôt 20 ans qu'il est dans la ligue. Ça va faire 20 ans qu'il est avec la même équipe. Tu peux pas être contender très, 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 très longtemps. Patrick Kane l'a été. Jonathan Toews a vécu un rebuild. Eric Staal a vécu un rebuild. Henrik Lundqvist, Alexander Ovechkin est en train d'en vivre un présentement. Personne s'est dit, OK, c'est scandaleux, ça ne doit pas arriver. Mais moi, le monde qui dit que Sidney Crosby, c'est révoltant de le voir entrer officiellement dans un rebuild et tout ça. Hey, ça arrive. On est rendu là. Sidney Crosby, c'est pas parce qu'il va être dans le top 10, peut-être même top 5 des meilleurs joueurs de tous les temps, qu'il va être immunisé contre ça. S'il veut vraiment rester à Pittsburgh et être loyal, c'est le prix à payer au bout de la run. C'est ça qu'il faut faire au bout de la run. Écoute, moi, je veux rebondir là-dessus, pas parce que je comprends ce que tu veux dire maintenant. En effet, c'est naturel. Mais voici ce qui arrive maintenant avec ces joueurs-là. C'est les 3 grands noms. Ils ont encore une bonne valeur sur le marché des transactions. Pourquoi attendre si longtemps avant de s'en débarrasser? Attends, tu parles d'échanger Crosby, Malkin puis le temps, toi? Oh oui. Non, ça, non. Ah ouais, ça, non, écoute, moi, je suis prêt. Moi, je suis prêt. Ouais, écoute, tu es peut-être prêt, mais les gars ont quand même une clause de non-mouvement. Les gars partiront pas. Les 3... En fait, s'il y en a un qui part, les 3 partent.
mais je reste convaincu encore aujourd'hui que les 3 vont rester. Ça, échanger les 3, j'y crois pas une seconde. Et clairement, tu vois, ça fonctionne pas. Oui, non, mais les gars voudront pas partir. Les gars sont à Pittsburgh depuis le début, les gars ne voudront pas partir. Il faut une rencontre d'équipe. Mon grand-père pourrait jouer sur cette équipe-là, puis la moyenne d'âge serait la même quand même. Je veux dire, il n'y a rien, ça fonctionne plus. Tu peux plus gagner avec eux. Je comprends ce que tu faisais. Puis c'est pas... Peut-être que les Pingouins... je pense qu'ils peuvent encore gagner avec ce noyau-là. Je pense qu'il y a encore quelque chose à faire là, mais... Je sais pas, tu peux pas échanger... Déjà, ça prend l'accord. Ça prend l'accord des 3 gars. Si les gars veulent pas partir, ils s'en vont nulle part. Si les 3 décident que c'est fini... Mais je pense qu'ils y arriveront jamais à ça. Je pense qu'en fait, la seule façon que ça pourrait arriver, Sidney Crosby devient joueur autonome à l'été 2025. Si Sidney Crosby, à ce moment-là, se dit « Moi, je m'en vais, ça s'en va nulle part, cette équipe-là », là, Malkin, Le Temps vont y penser. Mais encore là, j'adore Chris Le Temps. Qui va vouloir de Chris Le Temps pour encore 4 ans à ce moment-là, à 6,125 par année? Qui va vouloir de Malkin pour encore... Si je ne me trompe pas, il va rester 2 ans son contrat à ce moment-là. Puis tu vas avoir Erik Karlsson, que tu as aussi dans tes livres, que tu pourras pas te débarrasser à 10 millions pendant des années encore. Je pense que les Penguins sont un peu pris avec ce noyau-là, puis je pense pas que tu peux échanger ces gars-là. Pour en revenir, par exemple, à la date limite, là, je suis d'accord avec Pop dans le sens où c'était une bonne idée d'admettre que l'état actuel des Penguins, t'es pas une équipe contender. C'est vrai, ça fonctionne pas. On l'a vu dans la dernière semaine, cette équipe-là est morte. Moi, ce qui m'énerve de cette date encore là, ils ont encore perdu. Pas plus tôt qu'aujourd'hui, ils se font encore blanchir par les Oilers d'Edmonton. Ça fait 3 matchs de suite qu'ils perdent. Mais tu vois, ce que je regarde de cette équipe-là, on a échangé Jake Gensel, qui était le plus gros nom sur le marché. Jake Gensel était justement le plus gros joueur de location disponible. Et pour ce gars-là, on obtient 3 espoirs qui sont bons, mais t'as pas d'espoir A là-dedans, t'as pas d'espoir de gros calibre. Et t'as même pas de choix de première ronde garanti. C'est épouvantable d'avoir le gros rental et tu t'es même pas capable d'aller chercher un retour significatif pour lui. Et on savait qu'il y avait de la surenchère pour Jake Gensel. Les Hurricanes, c'était pas tout seul. Ils sont pas arrivés, ils ont accepté la première offre. Carl Dubus n'a pas été capable de créer la surenchère qu'on aurait dû avoir pour un joueur de location comme Jake Gensel. Et encore pire, t'échanges Jake Gensel, tu gardes Riley Smith et Alex Nedeljkovic, qui les deux vont être joueurs autonomes dans pas long. T'as encore un spot de rétention salariale. Tu veux-tu vraiment garder ton dernier spot pour le repêchage à ce point-là, au point de ne pas échanger un gars comme Riley Smith à 50% de son salaire? Un Riley Smith à 50% de son salaire, ça obtient quelque chose sur le marché. Mais là, à la place, on échange Gensel pour un retour ordinaire, on échange Chad Ruhwedel pour un choix de milieu de draft, puis un échange de goaler dans la Ligue américaine complètement insignifiant. Il y a quelque chose, il manque de spectaculaire. Tu veux échanger Jake Gensel, c'est une bonne idée. Je dis pas que c'est une mauvaise idée d'échanger Jake Gensel. C'est juste ordinaire. Ça me vend pas, même pour une équipe en reconstruction, ça me vend pas de rêve. Le Canadien a un choix de première ronde pour Sean Monahan. Puis le retour que les Penguins ont eu pour Jake Gensel est mieux. Puis je comprends que c'est un marché d'acheteurs, mais me semble que c'est ordinaire d'avoir le gros nom, puis pas aller chercher un Scott Morrow, un Bradley Nadeau avec les Hurricanes. Je trouve juste ça profondément ordinaire comme retour. Puis, comme je te dis, l'idée d'échanger Gensel est bonne. C'est le résultat que je trouve ordinaire. Moi, ce que je regarde, par exemple, tu sais, Cruz Lucius est un gars avec du talent. Un genre de gars qui peut absolument brûler le circuit universitaire, mais est-ce que ça va se transposer dans la Ligue nationale? C'est à voir. Ville Koivunen, qui est à peu près à 1 point par match contre des hommes en Finlande. Oui, OK, c'est des stats. J'ai jamais vu ce gars jouer. Non. Mais... moi, ça me vend un peu de rêve, là. Tu sais, je vois beaucoup de monde qui trash déjà le retour de ces espoirs-là comme si c'était des scènes noires qu'on trouve sur le trottoir à terre. T'as une minute, là. Un gars comme Ville Koivunen qui a à peu près, comme je dis, quasiment 1 point par match contre des hommes en Finlande et la division 1 finlandaise. Pas confondre avec Karpal et tout ça. Et là, tu me dis qu'il n'y a absolument rien. Moi, je crois pas à ça. Moi, je pense que tu sais, on va chercher ces gars-là. On est allé chercher Owen Pickering, Brendan Yeager en première ronde dans les 2 derniers repêchages. C'est un chapitre qui se tourne. Le cycle est officiellement terminé du côté de Pittsburgh. Et pour les 31 autres fanbases de la Ligue nationale, tout le monde célèbre en ce moment. C'est pas plus compliqué. Tout le monde attendait le downfall des Penguins de Pittsburgh et il est en train de s'amorcer. And I'm here for it. Mais je sais pas. Tu parles du downfall, puis
Je sais pas, man. Il y a encore une partie de moi qui se dit... Félix, peut-être à une signature de revirer ça. ils n'ont pas gagné de ronde depuis 2018. Ils ont Je manqué sais, les je playoffs sais, l'année passée. je sais, mais je pense que là, il était peut-être un peu au bout de quelque chose avec ce qu'il y avait. Échanger Genzel, je sais pas, je pense que ça se repart. Je suis peut-être optimiste, peut-être que je mets trop de confiance en Carl Dubus qui est pas exactement reconnu pour gagner des rondes de série comme DG de son équipe. Mais je sais pas, moi j'avais pareil contre Sidney Crosby dans la vie, puis il y a encore, je me dis que, je sais pas, il me semble que ça se flippe. Puis j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir, mais le début est ordinaire. Si on avait vraiment... Mettons que tu avais été chercher un Bradley Nadeau ou un Scott Morrow qui sont des gros espoirs, tu vas me chercher un de ces deux gars-là, là, je suis all-in. Là, j'avoue, j'ai quelques doutes, mais il y a encore... Je suis pas prêt à abandonner les Penguins encore. S'ils sont encore mauvais l'an passé, je les abandonne. J'ai tellement hâte qu'on se retrouve dans 365 jours pour reparler à quel point Félix t'avait tort sur ce sujet-là. Ça se peut. Mais au moins t'es prêt. Ça, oui, je vais te le donner. Ça là. se peut, t'es mais prêt je sais pas, il y a quelque chose en dedans de moi qui est pas prêt à abandonner encore. Je suis en train de me mettre une minuterie à l'instant là, sur mon cellulaire. C'est pour 365 jours pour le 10 mars 2025. C'est parti. La note est dans mon cellulaire. Allez, boys. Moi, je vous apporte... j'ai la chance de vous apporter ce deuxième petit takeaway de la date limite des transactions. Puis, ça se passe dans notre cours, ça se passe à Montréal. Ben, je dis notre cours, c'est la cour à Félix et moi, parce que Pop, t'es comme trop loin, là. Mais ça se passe... Je suis en banlieue de Montréal, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je pense pas que t'es considéré en banlieue. Je pense pas que Paldon, c'est la banlieue de Montréal. Oui. C'est pas la banlieue, je te le compte. T'es plus proche de l'Ontario. T'es plus proche genre de la baie. Ce qui est très un fait. T'es plus proche genre de la baie du Son que nous autres. C'est un fait. C'est un fait, Jim. Somme toute, c'est officiellement terminé le carrousel à 3 gardiens de but à Montréal. Car Jake Allen n'est plus. Jake Allen est maintenant un membre des Devils du New Jersey. Et il y a tellement de petites affaires qui sont arrivées pour que cette transaction se passe. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive? Et tellement de ci et de quoi. Et bref, les grandes lignes, il s'en va au New Jersey pour un choix conditionnel de 3e ronde. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ça peut devenir un choix de 2e ronde, sauf qu'il y a 2 conditions à remplir avec ça, les boys. De 1, il faut que Jake Allen joue 40 matchs l'année prochaine. En plus de ça, il faut que les Devils fassent les séries éliminatoires. Celui des séries éliminatoires... C'est pas gagné pendant tout, ça, là. J'ai plus de chance en ce qu'il fasse les séries éliminatoires que Jake Allen fasse 40 matchs. Par contre, ça, je vais vous l'accorder. En fait, c'est simple. Ce choix-là va devenir un choix de 2e ronde si Jake Allen est le numéro 1 de l'équipe qui va en série. Est-ce que tu penses que Jake Allen est un gardien numéro 1 de l'équipe qui va en série? Non, on l'a vu. Les Devils ont beau être bons, mais je pense pas, non. Jake Allen a fait une carrière pour être un numéro 2 élite, mais à la seconde, tu lui demandes d'être numéro 1, tout s'écrase. Ouais. Puis il va avoir une meilleure équipe au New Jersey qu'à Montréal. Ça, je pense que c'est indéniable. Puis il y a du talent au New Jersey. Puis honnêtement, il peut pas être pire que les goalers que le New Jersey envoie devant le filet depuis le début de l'année. Non. Que ce soit Vanecek, que ce soit Kira Schmid, que ce soit Nico Das, les gars sont incapables d'arrêter un ballon de plage. Jake Allen a ralenti, mais j'ai encore confiance qu'il a d'arrêter un ballon de plage. Et encore là, 40 matchs, ça implique que les Devils ne vont pas chercher un gardien cet été. Parce que je pense que cet été, on va avoir des discussions à nouveau pour Jacob Markstrom. On va avoir des discussions pour Linus Ullmark. C'est sûr que ça va revenir, ça. Mais pour le moment, moi, je m'attends à un choix de 3e ronde. Si c'est un choix de 2e ronde, c'est un bonus. Tant mieux. Mais c'est un peu l'échange comme l'échange de Monahan. Si le choix de 3e ronde arrive, parce qu'il faut rappeler qu'il faut que les Jets se rendent en finale de la Coupe Stanley pour que ce choix-là vienne à Montréal. Si les Jets font la finale, tant mieux, mais je ne m'attends pas à ce qui arrive. C'est du boni, puis tant mieux si ce choix-là vient éventuellement. Parmi tant d'autres petites storylines qui viennent avec ça, ben, j'ai dit, le carrousel est terminé, puis tout ça, c'est arrivé parce que Jake Allen a décidé de lever sa clause de non-échange pour se rendre avec les Devils. Tandis Good guy, Jake. Il y avait d'autres équipes qui étaient intéressées, là, je veux dire, à savoir les offres, ce qu'elles étaient réellement. Et maintenant, là, c'est très officiel. La signature de son contrat l'a presque officialisé, même si Kent Hughes l'avait très fait sous-entendre durant une conférence de presse. Mais Samuel Montembeault est le gardien de but numéro 1 des Canadiens de Montréal, allant de l'avant. Maintenant,
On sait que l'équipe ne fera pas les séries éliminatoires. Maintenant, tu as quand même l'occasion de faire jouer Caden Primo un petit peu plus. Et avec 18 matchs restants à la saison régulière, combien de matchs est-ce qu'on veut voir Samuel Montembeault jouer dans une saison qui est certes déjà perdue, mais où tu peux te dire, hey, tu sais quoi, vas-y là avec la confirmation que tu es le numéro 1. Moi, je pense que je dirais quasiment 50-50. Rendu là. Ah oui? Tu vas faire Moi, 9-9? moi, j'avais autre chose. Moi, tu vois, j'avais 2 tiers Montembeault, 1 tiers Primo. Je peux aller là. C'est vrai, il faut que tu évalues Primo. Il faut que tu lui donnes. Il faut que tu regardes ce que tu as avec lui. Parce que c'est ça le problème qu'on avait en ce moment. On n'avait pas les départs. On n'avait pas assez de départs. On avait un filet pour 3 goalers. Tu n'avais pas assez de matchs pour évaluer Primo. Mais tu veux aussi évaluer est-ce que Montembeault est ton numéro 1. Pour moi, c'est la meilleure façon, c'est l'équilibre. Tu sais, l'année prochaine, Montembeault va être un peu forcé de jouer le 2 tiers des matchs. Puis son auxiliaire, que ce soit Primo ou que ce soit un autre rendu là, va jouer probablement l'autre tiers des matchs parce qu'éventuellement, tu veux voir ce que tu as en Montembeault et tu veux voir ce que tu as en Primo, mais tu veux pas voir la même chose des deux. Si Montembeault ne fait pas le travail, là, tu commences à peut-être ramener vers un 50-50, voir si Primo est capable. Si Primo va bien comme numéro 2, Montembeault commence à battre de l'aile, là, tu regardes, peut-être que c'est Primo finalement ton goaler, mais je pense qu'en ce moment, tu donnes 2 tiers à Montembeault. Tu regardes comment il se comporte comme un numéro 1 traditionnel. Un numéro 1, ça joue le 2 tiers des matchs environ. Puis le backup joue l'autre tiers. Pour moi, c'est comme ça qu'il faut que le Canadien essaye. Parce que tu vas voir si Montembeault est un numéro 1, tu vas voir si Primo est un goaler de la LNH. Aussi simple que ça. On va le savoir avec ça. Samuel Montembeault qui s'exprimait en entrevue d'après-match hier dans une défaite contre les Maple Leafs. Très émotionnel du départ de Jake Allen, à quel point ça a été quand même un mentor pour lui. Donc, autant qu'on commence à être lassé un petit peu de Jake Allen, même la proie des mimes du Jacques Allen Masterclass. On va s'ennuyer de ça, par contre, du Jacques Allen Masterclass. Oh, Jacques Allen. C'est très 2023 core. Chef's kiss, Jacques Allen Masterclass. Donc, à suivre pour ce qui va être de ça. Troisième petite histoire qu'on retient de cette date limite des transactions. L'équipe la plus détestée de la LNH, puis pour une Christie de bonne raison. Et là, il nous donne encore plus de raisons de les détester. Je nomme les champions en titre de la Coupe Stanley, les Golden Knights de Las Vegas. Félix? Les Golden Knights, on les connaît, ont gagné la Coupe Stanley l'an passé. Et ils sont bons pour gosser un peu, puis pousser, puis il y a toujours l'équipe de Batman veut qu'ils soient bons. Et tout, il y a toujours ça. Et comme un peu à chaque année depuis 3 ans, Mark Stone a commencé à avoir mal au dos au mois de février. Donc, on a pu le placer sur la liste des blessés à long terme. Et bonne nouvelle, entre guillemets, va rater le reste de la saison. Ça ouvre de l'argent sur la masse salariale. Et avec cet argent-là, les Golden Knights vont chercher Anthony Mantha. On va chercher Noah Hanifin. Et surtout, l'échange le plus fucked up qu'on a vu de la semaine, à 10 minutes de la date limite, Bob McKenzie... 10 secondes! 10 secondes! À 5-10 minutes, Bob McKenzie, qui est quasiment en retraite, arrive sur le plateau de TSN et annonce, out of nowhere, que Thomas Hertel s'en va avec les Golden Knights. Cette équipe-là, qui est quand même bonne, les Golden Knights ont un sacré noyau. Là. On ajoute Anthony Mantha, on ajoute Noah Hanifin et on ajoute Thomas Hertel. Thomas Hertel, qui est blessé en ce moment, va revenir avant la fin de la saison régulière. Écoute, Vegas sont le fun à détester. Je vais être le premier à le reconnaître. Mais honnêtement, j'aimerais ça, que ce soit comme ça à Montréal. C'est le fun. Tout le monde veut ça. Tout le monde aime chialer sur Vegas, mais Vegas rend ça le fun. Être un fan de Vegas, je capoterais. Cette équipe-là... On a fait ces 3 échanges-là. Le choix de première ronde de 2024 des Golden Knights appartient toujours aux Golden Knights. On a réussi à aller chercher 3 des gros morceaux de la date limite sans donner notre choix de première ronde de cette année. Ça, c'est complètement fou. Dieu sait qu'ils dépensent leur choix comme ça se peut pas, là. Le choix qui a joué le plus de matchs, je pense, c'est Brandon Brisson. Puis il a joué une 20aine de matchs. C'est le seul. C'est littéralement le seul choix de première ronde. Il y a eu Cody Glass qui joue un peu. Mais c'est tout. Les choix de première ronde, ça se fait échanger comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et écoute, il y a l'échange de Thomas Hertel. Je vais revenir un peu là-dessus. Bravo aux Golden Knights d'avoir trouvé cette opportunité-là. Et je prends 2 secondes aussi.
Les Sharks de San Jose, moi, celui-là, il faut me l'expliquer. Sincèrement, Mike Greer, je sais pas à quoi il a pensé, parce que le détail est important pour moi dans cette transaction-là. Les Sharks retiennent du salaire. Le montant, je m'en contrefous du montant qu'on retient. Le problème, c'est qu'on retient du salaire sur un contrat qui finit en 2030. Et je pense que c'est une affaire qu'on a appris à Montréal cette semaine. Tu peux jamais retenir plus que 3 salaires en même temps dans une équipe. On le sait, à Montréal, les 3 sont pris. L'année prochaine, Jake Allen, Jeff Petrie vont en prendre 2. Les Sharks vont retenir le salaire de Brent Burns jusqu'à la fin de la prochaine saison, vont retenir le salaire d'Eric Carlson jusqu'en 2027 et celui de Thomas Hertel jusqu'en 2030. Et on retient le salaire de Thomas Hertel pour qu'il aille jouer avec un rival de division à Vegas, qui est un rival naturel. Et tout ça, on fait tout ça, on se menotte autant que ça pour David Edstrom, qui est un bon espoir. Sure, un choix de première ronde, dernier repêchage, c'est un bon espoir. Et un autre choix de première ronde. Mais on donne aussi 2 choix de 3e ronde à Vegas. Ça, je te jure, j'ai vu le tweet être annoncé. J'ai fait l'erreur sur Twitter. Je me suis dit, les 2 choix de 3e ronde s'en vont à San Jose. C'est le prix qu'on a payé pour retenir du salaire aussi longtemps. Ça a de l'allure. Non, les Sharks, en plus de donner ce qui est possiblement leur meilleur joueur, ont été obligés de donner 2 choix de 3e ronde pour seulement... Dans le fond, ils ont fait 2 trade-up. Ils ont monté un choix de 3e ronde, un choix de première ronde 2 fois. Ils ont donné Thomas Hertel, puis ils ont retenu du salaire pendant 6 ans et demi pour ça. Je ne sais pas qu'est-ce que les Sharks ont voulu faire. On a abandonné pour 6 ans en faisant cet échange-là. David Edstrom, no pressure, mais il faut que tu sois un centre numéro 1. C'est fou. Ça met de la pression sur Edstrom, ça n'a aucun bon sens. Quand ça va être fini, tout ça, ces contrats-là, Pop, il va être plus proche de la quarantaine. Oh! Ça va. Alors, la triple menace d'ici maintenant va être la double menace présentée par un duo 100% bois-brionnais. Come on, man! Tough! Il est de retour! Fait que je disais que la menace était double. Finalement, on va être 3 pour d'ici la fin de l'émission. Je suis content de vous avoir tout le monde à la maison. Fait qu'on a une bonne émission. En fait, tu pourrais rendre ça encore un peu plus scandaleux puis dire qu'en 2030, Félix va avoir... Ben, même, je pense, Mio, tu aurais quasiment le même âge que moi j'ai présentement. Pour une bonne partie de 2030, soit genre 342 jours, je vais avoir 29. Puis Ce que j'ai présentement. Le restant, je vais avoir 30. C'est fou. Yes! C'est débile. Ça n'a aucun sens. La jeunesse pour toujours. Ça n'a aucun sens. Ils vont retenir du salaire pendant l'entièreté de ma vingtaine. À peu près. C'est fou. Là. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et Félix vient de commencer sa vingtaine. Oh ouais, ça n'a pas de bon sens. On pourrait avoir une progéniture du temps que ça se termine. Oh, moi, j'en parle pas là-dedans. Là. Je dis pourrait. Je ne dis pas on va. Tellement d'avoir des enfants puis leur raconter la fois où est-ce que les Sharks sont retenus du salaire pendant 6 ans et demi, juste pour qu'ils me disent que c'est encore le cas en ce moment. Ça va être débile, ça va vraiment être incroyable. Et pour le reste, à 6 ans, ils ont autant de connaissances sur le hockey, ça serait incroyable. Finalement, s'ils ont 6 ans, ça veut dire que je les ai d'ici genre 2 mois, fait que peut-être pas. Faudrait que tu commences là. Faudrait que ça se fasse, faudrait que ça goal en esti. Ouais, ça goal en esti. Quand même, juste pour finir un petit peu sur le sujet de la Ligue nationale, Tyler Toffoli continue à faire son tour du Canada. Jouera maintenant avec une 4e équipe canadienne, cette fois-ci avec les Jets de Winnipeg. Donc, on a notre nouvelle version de Thanos. Cette fois-ci, c'est Tyler Toffoli qui est pas loin d'acquérir une bague pour chaque équipe canadienne dans la LNH. Donc, qui sait... Si on a une équipe à Québec, on sait déjà que Tyler Toffoli pourrait certainement faire partie des plans de l'équipe. Mais j'ai tellement pas hâte du jour où est-ce qu'il va être avec les Maple Leafs. J'ai pas envie de détester Toffoli, moi. Non, j'ai pas envie avec les Maple Leafs. Je suis encore en train de me remettre du but de Max Domi samedi soir contre Montréal. Je suis encore fâché de voir ça. Je suis fâché. Je te comprends. Puis aussi, dans un moment très loufoque, parmi toute cette soirée du samedi soir mouvementée, John Tortorella qui se fait montrer la porte et refuse catégoriquement de « Non, je ne m'en vais pas. » Bon, OK. On entend aujourd'hui qu'il va y avoir une suspension puis une petite amende, mais honnêtement,
Félix, tu avais déjà mentionné Doc Rivers. C'est genre le nouvel exemple du chat qui a 9 vies, John Tortorella. Je pense fait partie de cette conversation-là. On a eu beaucoup de mouvements aussi de la sorte au football de la NFL. Quelques joueurs qui ont signé des nouveaux contrats, quelques joueurs qui ont dû dire bye-bye à leurs organisations. D'autres ont dit vraiment bye-bye au sport en tant que tel. Pour ce qui est des contrats, vraiment, on a quelques gros noms. Cette semaine a commencé par Chris Jones, qui était l'un des cas les plus incertains. Même l'année dernière était l'un des cas les plus incertains au niveau de la NFL. Et il sera de retour avec les Chiefs de Kansas City. Donc, c'est cette âme de la défensive, ce capitaine de la défensive qui va être de retour, a signé un contrat de 5 ans pour une valeur totale de 95 millions de dollars. Non. 95 millions, c'est sur 3 ans. Ça, c'est l'argent sur garanti. 3 ans, pardon. C'est encore pire que ça. Je pense qu'on n'a pas le montant total encore, mais ça va être quelque chose comme 150, 160 millions. C'est ça. Merci là-dessus, Félix. C'est vrai, c'est garanti. Peu importe le montant, j'entends déjà Producer Ali qui est genre « Prenez mon portefeuille, moi ça me dérange pas, payez-le. » il va être prêt à payer tous les crotons du déjeuner à M pour le salaire de Chris Jones. Hey, ça, c'en est un, les boys, ils vont être contents. Peut-être. Je sais pas, par contre, 5 ans. Écoute, moi, tu vois, payer un chasseur de corps de même, pour moi, c'est la position la plus importante en défense, dans le sens où tu le vois, l'impact qu'un gars comme Chris Jones peut avoir. Hey, juste au Super Bowl, c'était fou. Là. C'est pas le gars qui a eu la meilleure game statistique, mais tu l'as vu jeu après jeu qui dominait la ligne offensive des 49ers, et sans lui, il y a un touché facile à Brandon Ayuk au 4e quart, puis ce match-là est complètement différent. J'ai vu un gars qui disait cette semaine, payer un bon demi de coin, tu vas arrêter un seul receveur avec ça. Si tu payes un joueur de ligne défensive, tu peux arrêter tous les receveurs d'un seul coup. Et Chris Jones, c'est un peu la philosophie qu'on a faite. Les Chiefs, on a payé Chris Jones et on a donné le franchise tag à le Jerry Sneed, qui va peut-être être échangé. Là, on va être serré au niveau de l'argent. Il va peut-être falloir échanger le Jerry Sneed. Mais Chris Jones était tellement essentiel au succès de cette équipe-là. Et il a manqué le premier match de la saison contre les Lions. Les Chiefs ont perdu ce match-là. Il est revenu. Ça n'a pas été une saison facile, mais cette défense est tellement meilleure avec Chris Jones dans l'alignement. Et oui, c'est beaucoup d'argent. C'est énormément d'argent, mais Chris Jones est pas loin de l'impact que peut avoir un Aaron Donald dans ses meilleurs matchs, et pas loin de cet impact-là qu'il peut avoir sur le plan défensif. Et il est payé en ce sens-là. Pour moi, ça vaut ce salaire-là. Pour moi, les Chiefs ne regretteront pas ce contrat-là, surtout qu'ils peuvent s'en sortir dans 3 ans. Fait que s'ils peuvent s'en sortir dans 3 ans. Je pense que tu as oublié un nom après Aaron Donald. Non, je parle de gars d'intérieur. Ok, c'est bon. Gars d'intérieur. Moi, on me souffle à l'oreille qu'après le contrat de Chris Jones, les chaises en plastique individuelles dans le vestiaire des Chiefs vont être retirées à partir de l'année prochaine. Ils ont vendu. Les Chiefs vont décidément être contents parce qu'on a réussi quand même, tu parlais Félix de Ledger Sneed, pour l'instant est toujours chez les Chiefs, et qu'on a réussi à rapatrier Spagnuolo comme coordonnateur de la défensive, qui lui aussi comme Chris Jones ont fait du boulot impeccable au Super Bowl. Tu parlais d'argent garanti, ça c'en est un que je suis extrêmement curieux, puis là je vais vraiment vous poser la question, parce que un gars qu'on a dit qui méritait vraiment un nouveau contrat, un beau contrat, c'est Baker Mayfield. Oui. C'est fait. Baker Mayfield a un nouveau contrat qui est 3 ans pour 100 millions de dollars. Toutefois, on parle ici de 50 millions de dollars garantis. Puis en plus de ça, ça donne que ça coïncide avec la récente signature de Mike Evans. Est-ce que du côté, par contre, des Buccaneers, au niveau de l'argent garanti, est-ce qu'on a été peut-être trop imprudent, ou est-ce qu'on était correct de surpayer, sachant qu'il n'y avait peut-être pas meilleur de disponible tant qu'à avoir Baker Mayfield en ce moment? Moi, ma réponse va peut-être te surprendre. Je pense pas qu'on a surpayé Baker Mayfield. Okay. Je pense que c'est un bon contrat. Les meilleurs QB de la Ligue font des 45-50 millions. Baker a signé pour, grosso modo, c'est toujours un peu difficile d'établir la valeur moyenne, parce que le vrai contrat garanti ressemble à quoi? On va dire 33,333. Quelque chose dans ce genre-là. Ça peut être 40 millions sur 2 ans. C'est toujours un peu compliqué d'établir la vraie valeur d'un contrat, mais pour le bien de l'exercice, on va dire 33 millions par année.
Baker Mayfield a tellement eu une bonne saison avec les Buccaneers et a été vraiment capable de relancer sa carrière et bien entouré avec, tu disais, Mike Evans. On a toujours Chris Godwin qui est là et on a même Kate Houghton et on a les jeunes Trey Palmer et fuck, j'oublie le nom de l'autre, c'est Trey Palmer. Il y a un autre jeune receveur que j'ai vraiment un blanc sur son nom. Il y a du talent à Tampa Bay, puis j'aime voir qu'on fait confiance à Baker Mayfield. Puis je vous ramène, il y a un an à peu près, quand les Buccaneers ont été chercher Baker Mayfield, les gens riaient. Les gens riaient des Buccaneers. On n'avait rien à battre, là. C'était ZZZ, là. Non, parce que ce gars-là était disparu. Il y avait eu une bonne game avec les Rams et ce gars-là était disparu de la carte après. Et on a ri des Buccaneers parce que c'est « Oh mon Dieu, ils vont passer de Tom Brady à Baker Mayfield. » Et je m'excuse. Baker Mayfield a fait littéralement le mieux qu'il aurait pu faire dans les circonstances. Il avait la job de remplacer Tom Brady. Il a amené les Buccaneers en série et il était à vraiment pas grand-chose des amener au NFC Championship. Sincèrement, je m'excuse, mais j'adore cette signature-là. Bravo à Baker de ne pas avoir abandonné. J'ai longtemps ri de Baker pendant sa carrière, mais j'ai adoré. J'adore. Quelle résilience, puis bravo à lui. La seule chose, par exemple, j'ai hâte de voir comment il va rebondir sans Dave Canales comme coordinateur offensif. Dave Canales a relancé la carrière de Geno Smith à Seattle, a relancé celle de Baker Mayfield l'an passé, et là, il est rendu coach en chef des Panthers. Comment Baker Mayfield va s'en sortir sans Dave Canales cette année? J'ai très hâte de voir comment on va répondre suite à ça. Très hâte de voir. 33,3 millions de dollars par année. J'essaie de regarder ça, une recherche vite là, pour voir un peu à peu près, c'est quoi à peu près l'idée. Écoute, Baker Mayfield, c'est à peu près dans les mêmes eaux que Jared Goff, Kirk Cousins, Derek Carr, Aaron Rodgers qui est à 37,5 millions aussi. Je pense que c'est fair. Je pense que... Puis c'est drôle parce que tu parles de Jared Goff. Je m'excuse, mais c'est la comparaison parfaite. C'est pas le gars qui va te gagner des games à lui seul, mais c'est le gars parfait pour faire la job comme carrière d'une équipe qui a des bonnes armes. J'adore la comparaison de Jared Goff. Ben, certainement, si tu me dis Derek Carr là-dedans, oui. Avec Derek Carr là-dedans, je suis définitivement... moi, je fais juste dire le salaire. Je fais pas dire qu'ils sont dans la même classe de carrière. C'est pas la même chose. Ben, tu vois, il y a Jordan Love qui va signer un nouveau contrat cet été. Les Packers l'ont dit, on veut le signer. Jordan Love va signer pour plus d'argent que Baker Mayfield, même s'il y a une saison comme partant. Jordan Love va signer pour plus, et pour moi, je pense que ça confirme que Baker Mayfield... Pas que je prendrais pas Jordan Love avant Baker Mayfield, là, juste pour être bien clair, mais Jordan Love va signer pour 40-45 millions. Le marché des carrières est fou, et je m'excuse, mais en avoir un à 33 millions, sans dire que c'est une aubaine, c'est vraiment, vraiment pas si pire. Moi, je fais juste dire que Kyler Murray est à 46,1 millions par année. Kyler Murray, on va s'en reparler une autre fois, mais Kyler Murray est trop détesté. Kyler Murray, on va s'en reparler. Je peux comprendre, mais je fais juste dire que c'est un comparatif sur... Oui. On va reparler de Kyler Murray dans quelques mois, genre en octobre, quand le prochain Call of Duty va sortir, puis après ça, on va pouvoir avoir cette conversation à Kyler Murray. Il y a eu aussi beaucoup de mouvements de personnel, à commencer quand même par 3 G's qui prennent leur retraite. Donc, dans le cas de Jason Kelce, on en avait jasé, mais là, quand j'ai vu la nouvelle tomber cette semaine, j'ai eu comme beaucoup de points d'interrogation, mais faut croire que c'est officiel. Même la NFL avait publié justement que comme quoi il aurait annoncé à ses coéquipiers qu'il prenait sa retraite, mais là, je pense que dans le cas de Jason Kelce, c'était de vouloir l'annoncer par lui-même, en fait, devant les médias, et de pouvoir adresser tout le monde sur la situation très, très émotionnelle. Quelqu'un de très charismatique. On connaît le podcast, on connaît la dynamique des frères Kelce, mais on l'a même vu... se lâcher un petit peu lousse durant les matchs éliminatoires des Chiefs. Donc ça, c'en est un grand du sport qui nous quitte et un grand de Philadelphie. Puis de là, on a un autre membre des Eagles qui quitte aussi dans le cas de Fletcher Cox. Puis celui-là, je vais être très honnête, je pourrais pas dire que je l'avais nécessairement prévu. Moi, je pensais qu'il revenait avec Brandon Graham pour une dernière année, parce que Brandon Graham a signé un contrat d'un an. Exact. Il va revenir. Je pensais que les deux allaient revenir un an. Et moi, tu vois, mon premier réflexe, parce que Jason Kelce, sans dire qu'on s'en doutait, c'était dans l'air et tout, puis c'était pas nécessairement la plus grande surprise. Fletcher Cox, moi aussi, ça m'a un peu surpris. Et juste à te ramener l'année passée, la saison des Eagles, les histoires de vestiaires bordéliques et tout. Là, on parle de 2023.
Ouais, la saison qui vient de finir, les histoires de vestiaire bordélique, de A.J. Brown qui fait sa diva comme il faisait tout le temps avec les Titans. Un receveur. De Jalen Hurts qui est pas un leader qui est très vocal et tout. Puis de problèmes avec le coordonnateur défensif que les gars ont barré des meetings. C'était vraiment bizarre ce qui se passait dans le vestiaire des Eagles. Puis clairement, il y avait un problème. Et là, t'enlèves Jason Kelce et Fletcher Cox qui, honnêtement, étaient peut-être les deux plus gros leaders de toute cette équipe-là. Puis, gros leader, c'est peut-être un drôle de choix de mots, mais c'était deux voix importantes. C'était deux voix super importantes dans ce vestiaire-là. Et là, les deux s'en vont. Je sais pas qui va devoir se lever, mais il va falloir. Brandon Graham, une chance qu'il reste. Parce que là, il y en a de moins en moins. Il reste Lane Johnson, mais il y a beaucoup de ces gars-là qui étaient des morceaux importants de la culture des Eagles dans les dernières années. Pendant le Super Bowl de 2017 notamment, et là, ces gars-là sont plus là. On a déjà des problèmes dans le vestiaire et on perd deux gars qui ramenaient un peu le navire quand ils commençaient à chavirer. Et il va falloir que quelqu'un se lève, là. Ça va prendre un leader dans ce vestiaire-là, puis je le vois pas en ce moment, à part les joueurs qu'on a déjà. On a Lane Johnson, Brandon Graham, qui d'autre? Ça va être un problème. Ça va être un problème. Pas grand monde. Un autre joueur qui part à la retraite qui, bon, je dirais pas que c'était tant une grande surprise avec un rôle un petit peu réduit dans les dernières années, mais qui a quand même fait vivre un grand moment vraiment dans sa carrière et vraiment qui l'a amené après ça à quelques postes, notamment chez les Titans. Malcolm Butler. Oui. Donc, joueur de défensive arrière qui s'est fait connaître avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre lors du Super Bowl. C'était 48. Je suis pas bon avec les chiffres, mais c'est celui contre les Seahawks. Là. C'était... Ouais, exact. Bref, 48 avec son interception à la ligne d'une verge aux dépens de Russell Wilson, qui a créé... on va reparler, by the way, de Russell Wilson dans pas long. Oui. Là, j'ai très hâte. On avait Marshawn Lynch! Marshawn Lynch! Mais il fallait que le carrière soit à l'héros parce que c'est une ligue de corps arrière, mesdames et messieurs. Mais faites juste imaginer, si, mettons, Malcolm Butler ne fait pas cette interception, les Seahawks gagnent. Juste le legacy de Tom Brady qui perd 3 Super Bowls consécutifs. Ouais. Le discours change complètement du côté de Tom Brady. 3 Super Bowls. Moi, je sais que j'aurais dunk là-dessus any fucking time que j'aurais voulu. Un journaliste américain comme Max Kellerman, là. Ça serait gâté. Au lieu de dire, genre, Tom Brady va fall off un cliff, puis genre, on gagne 3 autres après, là. Thumbs up. Donc, Malcolm Butler aussi, justement, qui s'est fait un nom avec les Patriots. C'était super cute, cette histoire-là. Il savait même pas lui-même s'il allait jouer. Au départ, il était pas supposé de l'être. Puis là, a réussi à trouver un poste après ça. Peut-être pas connu des énormes saisons. Félix, tu nous feras savoir, là, avec les Titans. Avec les Titans, c'était drôle parce que la première moitié de sa première saison, ce gars-là était comme une toast qui a passé 20 minutes dans le toaster. Il se faisait brûler à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui courait un peu contre lui. Et pendant un an et demi, après ça, il est devenu inarrêtable. Il était vraiment bon. Malcolm Butler c'était pas juste un gars d'une interception. Il a vraiment été bon pendant une bonne année et demie avec les Titans. Mais moi, tu vois, l'autre affaire que je me souviens de lui, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, là, il y a son interception au Super Bowl, mais le Super Bowl suivant, Malcolm Butler n'avait pas joué. Bill Belichick l'avait gardé sur le banc tout le long du match et ça avait vraiment fait jaser sur le coup. Et après ça, c'est là qu'il avait signé avec les Titans, qu'il était devenu joueur autonome. Mais ça avait vraiment été bizarre, ça, puis je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais, tu sais, dans l'ensemble, Malcolm Butler, on va toujours se souvenir de lui juste pour ce jeu-là, puis on le dit tout le temps, c'est dans les grands jeux, dans les grands matchs, font une carrière. Tout le monde se souvient encore de Malcolm Smith, qui avait été MVP du Super Bowl, même s'il a joué, un an et demi avec les Seahawks. Tu sais, on va toujours se souvenir de jeu. David Tyree avec les Giants. David Tyree a la carrière la plus ordinaire de l'histoire de la NFL, puis on se souvient de lui encore. Tu sais, c'est des gars dont on se souvient, puis bravo à Malcolm Butler d'avoir réussi à avoir son moment dans la NFL. Bravo à lui pour ça. L'une des grosses bombes cette semaine qu'on a eu dans la NFL, c'est un ménage du printemps qui arrive un petit peu d'avance chez les Bills de Buffalo qui, au total, on parle de 11 joueurs qui ont été libérés. Puis c'est pas non plus tant des nobody qui ont été libérés. On parle quand même, notamment parmi cette gang-là, Jordan Poyer et Tre'Davious White. Chacun d'entre eux, je tiens à rappeler, pour Jordan Poyer, c'est
une équipe All-Pro, première équipe All-Pro et un Pro Bowl. Tre'Davious White, 2 Pro Bowl, puis une première équipe All-Pro, puis une deuxième équipe All-Pro, en plus d'être sur l'équipe des recrues défensives à sa première année. On cherche quelque chose à Buffalo pour se réinventer. Puis comme, c'est pas nécessairement que l'équipe n'avait peut-être pas les armes de ça, c'est vraiment juste les Chiefs, man. Tu vois, ce qui arrive, c'est une preuve que le cap salarial existe pour vrai. Ouais. Sans le cap salarial, ces gars-là sont encore à Buffalo, sinon. Puis à un moment donné, la facture arrive, puis tu sais, t'as Poyer puis White qui ont été libérés, puis t'as aussi Micah Hyde qui est joueur autonome. Tu sais, ces 3 gars-là, là, ça a été la tertiaire de Buffalo pendant 5-6 ans straight. C'est rare de garder ton même noyau de tertiaire pendant autant d'années. La dernière fois, c'était quoi? C'était genre les Seahawks avec la Legion of Boom. Tu sais, c'est 3 gars qui ont tellement bien performé. Tre'Davious White, les blessures l'ont un peu ralenti dans les dernières années, puis il a vraiment pas été chanceux avec les blessures. Mais tu sais, le duo de Mike Hyde et Jordan Poyer, ça a été tellement bon pendant tellement d'années pour Buffalo. Puis c'est dommage, mais c'est la fin d'une ère. Puis la NFL, c'est toujours ça. Il faut toujours que tu sois prêt à te réinventer. Puis tout. Puis c'est comme un stick qui a fini pour la défense de Buffalo. Là, il faut aller rechercher des gars d'impact comme ça. J'ai hâte de voir qui on va aller chercher. Mais il va falloir trouver quelque chose à Buffalo. Ça sera pas facile. D'année en année, c'est comme c'était là, mais ça redescend toujours un petit peu pour les Bills. Puis je pense que la descente sur Terre s'en vient bientôt. Toujours est-il, parmi les autres mouvements de personnel qui se sont donnés cette semaine, Mac Jones est rendu un backup maintenant. Donc, il s'en va chez les Jaguars de Jacksonville derrière Trevor Lawrence, merci mon Dieu, je perdais mes mots. Et parmi tout ça aussi, du côté des Steelers de Pittsburgh, on a libéré Patrick Peterson. Puis je vais juste finir avec un petit éditorial très rapide. Aujourd'hui, en passant sur Twitter, j'ai vu prendre la statistique que j'avais le moins besoin de voir aujourd'hui. Parce que, vous le savez, vous écoutez le programme, vous le savez, j'aime les Steelers, mais j'aime pas la conversation autour des Steelers et du corps arrière parce que moi-même, je ne sais pas ce que je ferais dans cette position-là. Je serais un Christy de bon coach, mais hostie que je serais poche comme management, surtout au football, quand il faut que je choisisse mon corps arrière. Mason Rudolph en 2023. On parle de 74% de ses passes réussies. 719 verges, 3 touchés, aucune interception. By the way, la statistique qui nous sort quand même de nos grands chums chez StatMuse, c'est le 6e plus grand nombre de verges dans une saison sans interception dans l'histoire de la NFL. Est-ce que j'entends le MVP l'année prochaine? Ben non, c'est vrai, j'avais callé Aaron Rodgers, c'est vrai. T'avais callé Aaron Rodgers de 1. Puis après ça, je me dis, mais genre, je veux-tu que Mason Rudolph, ce soit mon carrière partant, tandis que t'as comme Kenny Pickett, il a encore peut-être un peu plus de upside, mais comme même là, il a finalement, ça n'a pas donné qu'il a montré grand-chose. Puis là, on parlait peut-être de Justin Fields, mais Justin Fields, il a du upside aussi, mais comme, je pense que j'ai une meilleure vision que lui. Puis là, après ça, est-ce que j'entends Russell Wilson? Est-ce que j'entends Wilson? Ah, dis-le mieux, est-ce que j'entends Russell Wilson? Russell Wilson est en ce moment les Steelers sont l'équipe favorite selon Vegas pour mettre la main sur Russell Wilson. Non merci! Non merci! Non! Je ne veux pas Russell Wilson! Je veux personne! Je veux Jordan Love. On s'en reparle quand les Steelers vont finir 10-7 l'année prochaine. Ils vont encore trouver un moyen de finir wildcard dans l'américaine l'année prochaine. Moi, je t'ai dit, c'est TJ Watt qui finit carrière de cette équipe-là. TJ Watt, à un moment donné, il va faire fuck it cette année. Il va y aller, il va prendre le ballon, puis il va se mettre à faire des passes. Il va jouer les deux côtés. Je te dis, ça va arriver à un moment donné. Il va littéralement jouer les deux côtés du ballon. Toujours est-il, à quoi va parler de joueurs washed si ce n'est pas de parler de mon équipe au baseball? Vous voyez la casquette en ce moment. Non. On va pas commencer du Joey Votto Slander à soir, là. Vous voyez ceux qui regardent en ce moment le podcast sur YouTube, je porte souvent cette casquette des Blue Jays de Toronto.
Et puis, c'est pas pour rien que je la porte cette semaine parce que, mon Dieu, qu'on va parler des Blue Jays autant pour du bon que du mauvais ou de la nostalgie. Donc, Joey Votto, OK? Joey Votto qui est un joueur problématique. En tout cas, certainement à l'attitude. C'est un gars un peu flyé quand même. Non, Ouais, flyer, ça va. Non. Ça va. On va pas commencer à dire que Joey Votto a des problèmes d'attitude. Ce gars-là est une légende à Cincinnati, mais il est divertissant. Mon Dieu, qu'il est divertissant, surtout sur les médias sociaux. Moi, je pensais que sa retraite allait signifier une carrière prolifique sur TikTok. Faut craindre, on va devoir attendre. Ça va attendre un petit peu parce que Joey Votto, cette semaine, signe un contrat avec les Blue Jays pour les ligues mineures. Mais il pourrait toujours être avec les Blue Jays. Mais là, c'est ça l'affaire. C'est que tu amènes un gros nom comme Joey Votto, mais pour peut-être pas grand-chose au final. Et puis là, avec la récente signature de Justin Turner, j'ai juste besoin d'avoir votre avis très rapidement là-dessus. Est-ce que, maintenant, à la lumière de cette saison morte totalement horrible du côté des Blue Jays, est-ce que finalement on se dit, tu sais, là, votre prix de compensation, Justin Turner puis Joey Votto? Moi, je suis juste content parce que les Blue Jays ont l'air d'avoir emprunté le playbook des Yankees de New York. Prendre des gros noms qui étaient bons il y a 12 ans. Attention à ce que tu vas dire, Pop. Prendre des gars qui étaient bons il y a une dizaine d'années, de finir leur carrière avec les Yankees de New York, puis juste pour dire qu'il va être un gros nom. Puis, pour une raison qu'on va ignorer, va commencer comme Matt Carpenter il y a 2 ans. Matt Carpenter de 2022, c'est encore le frappeur le plus spécial que j'ai vu de toute ma vie. Hein. Hey, j'ai vu Juan Soto depuis le début du cas des Yankees, puis c'est rien comparé à Matt Carpenter en 2022. C'était fou. C'était fou, man. Mais juste pour dire, écoute, ça sauvera pas l'entre-saison des Jays. C'est juste un prix de consolation parce que Joey Votto, c'est un Canadien, il a grandi avec les Blue Jays. T'sais, c'est le fun, mais est-ce que ça va changer grand-chose? Mais est-ce qu'avoir un duo de meneurs, de leaders dans le clubhouse des Blue Jays, avec Joey Votto, puis Kevin Kiermaier, puis George Springer, puis toute cette gang-là, on a peut-être un petit quelque chose. Mais pour le reste, on est loin d'avoir Shohei Ohtani puis Cody Bellinger. Mettons. Moi, tu vois, ce que je trouve pas bizarre de cette signature-là, c'est que clairement, les Jays ont de la place pour un gars entre Joey Votto et Daniel Vogelbach. Clairement, c'est pour un de ces deux gars-là. Vogelbach va bien depuis le début du camp et là, on va chercher Votto. Puis écoute, peut-être que Votto va être encore meilleur d'ici la fin du camp, puis on va voir ça, mais j'en parlais avec Charles-Alexis Brisebois hier qu'on a déjà eu sur le show. Charles trouve que c'est une drôle de signature. Puis je suis d'accord avec lui sur ce point-là. Si Joey Votto commence dans le 3A, puis que les Jays vont moins bien, ou que Votto commence à traîner dans le 3A, les gens vont chialer parce qu'ils vont vouloir Joey Votto, ils vont trouver que c'est respectueux de le laisser dans le 3A. Puis c'est peut-être un peu une arme à double tranchant pour ça, mais en même temps, tu regardes l'alignement des Jays, on n'a pas beaucoup de frappeurs gauchers. Si Joey Votto est capable de frapper, c'est ridicule de penser que Joey Votto va redevenir le frappeur de ses belles années, qui frappait pour 330, qui tapait... Tu sais, Joey Votto n'est plus ce gars-là. Joey Votto peut donner peut-être une vingtaine de circuits en étant un frappeur correct. Dans un monde idéal, il va te donner ça, parce que ça reste qu'il a 40 ans puis il revient d'une grosse blessure. Je sais pas si Joey Votto va être capable d'avoir un impact pour les Jays, mais oui, c'est clairement une signature peut-être pour se sauver la face puis donner une belle apparence. On a été chercher la légende canadienne. Là. Tout le monde est content. Là. Il n'y a rien. On n'a pas manqué Ohtani, on n'a pas manqué Bellinger. Soyez contents de notre Votto. On va espérer que la mémoire des fans des Blue Jays est très courte, puis on va oublier ça. Une nouvelle quand même intéressante qui sort, justement, on parlait un petit peu d'Ohtani, on sortait un petit peu de ça, on parlait des Dodgers un petit peu. Mookie Betts qui effectue un changement de position va aller jouer arrêt court parce que Gavin Lux, qui anciennement jouait au deuxième but, devait jouer arrêt court. Il revenait justement récemment d'une blessure, donc tendon d'Achille déchiré au genou. ACL. C'était les ligaments croisés antérieurs. Ligament croisé antérieur. J'ai dit tendon dans le genou. Ben, c'est des tendons. Il faudrait que je dise ça à mon bon chum, c'est Philippe. C'est quelque part dans la jambe, là. Shout-out à mon boy Philippe Vincent, à qui je contacte tous les jours lorsque je veux des éclaircissements sur des blessures sportives. Mon boy Philippe, qui est physio à n'en devenir. Mais oui, exactement, Mookie Betts va jouer à arrêt court. Donc,
c'est maintenant là, on voit déjà quelques changements un petit peu spéciaux chez les Dodgers maintenant avec cette nouvelle saison, avec cette nouvelle équipe. On doit faire des petits changements un petit peu spéciaux, là. Ben, moi, je me dis juste que je plains les autres joueurs d'Areco qui voient Mookie Betts arriver, qui, soit dit en passant, a joué 99% de sa carrière, soit comme voltigeur de droite au deuxième but, et là, arrive dans une nouvelle position à l'Areco. Et vous savez très bien que, vu que c'est les Dodgers, et deux, Mookie Betts est absolument un athlète exceptionnel, va finir par gagner un gant doré cette année parce que... Probablement. Fuck it. Non, mais c'est Dansby Swanson. Mookie Betts avait son podcast, puis Dansby Swanson est venu. Puis Swanson, il racontait, il dit, quand j'ai vu que tu changeais de position pour devenir Areco, j'ai fait fuck, man. On pourra pas être All-Star. Mookie va prendre la job d'All-Star d'Areco pour les 10 prochaines années. Fuck, votez pas pour lui, esti. Gardez des votes pour eux autres. Puis c'est vraiment drôle parce que c'est vrai. Personne ne va parier contre Mookie Betts, puis avec raison parce que ce gars-là est écœurant, puis il frappe tellement bien. Puis sérieusement, le gars a joué aux deux, puis ça a beau faire 13 ans qu'il n'a pas joué parce que dans les mineurs, il faut rappeler que c'est un joueur d'avant-champ, puis il a fait il était au champ extérieur parce qu'on avait Dustin Pedroia au deuxième but à Boston, puis on l'a envoyé au champ extérieur. Puis là, on le ramène au deuxième but parce que c'est le besoin, puis là, on l'envoie à l'Areco parce que c'est ça le besoin. Ça fait 13 ans que Mookie Betts n'a pas joué à l'Areco, mais j'ai aucun doute que Mookie Betts va être bon à l'Areco. Ce gars-là, puis il n'a pas le physique normal de joueur à l'Areco. Il est petit, il est 5 pieds 9, puis il tape 200 livres mouillés, peut-être, Mookie Betts. Les joueurs d'Areco, tu les vois comme des grands joueurs de 6 pieds 4, hyper athlétiques et tout. Mookie Betts, c'est tout petit. Mais même, ouais, Troy Tulowitzki, c'est l'exemple parfait. Il a à peu près 6 pieds 8 de jambes, Tulo. Puis, Mookie Betts a le physique, pas ce physique-là, mais tu sais qu'il va être bon, c'est Mookie Betts. Il n'y a pas de doute que Mookie Betts va être bon. Puis bravo à lui pour être. Les Dodgers ont reconnu que c'était ça le besoin. Fallait l'envoyer à l'Areco. Charlotte à Mookie Betts qui a décidé de laisser son champ extérieur pour son deuxième but pour aller à la position où les Dodgers avaient besoin de lui. J'adore ça de la part de Mookie Betts. Souhaitons que Gavin Lux, qui n'a pas le yips, mais qui se rapproche de ça au deuxième but, on espérera pour lui que ça se replace parce que Dieu sait que tu sais pas quand ça arrive, puis tu sais pas quand tu vas t'en sortir. Non, c'est ça. Puis écoute, il y a aussi le fait qu'il revienne de sa grosse blessure, puis ça fait longtemps qu'il a joué. C'est peut-être juste de reprendre des habitudes et tout, mais on va y souhaiter que ça revienne rapidement pour Gavin Lux. Définitivement. Pour terminer ce sujet baseball, cette fois-ci, ça a une place très, 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 très spéciale dans mon cœur. Parce que cette semaine, un grand joueur. Pour moi, pas pour Félix. Oh non, moi, tu vois, j'étais bien content. Félix l'a détesté avec ses Yankees. Je dirais même au point qu'il en a fumé son pack cette semaine. Pas littéralement, parce que Félix ne consomme pas. Alors, Josh Donaldson, bringer of Rain 20, MVP, a annoncé officiellement qu'il prenait sa retraite du baseball majeur, notamment été connu pour avoir été l'un des seuls points positifs pour les A's d'Oakland dans les 15 à 20 dernières années, mis à part Moneyball, tu sais. Pas grand-chose à se rappeler des A's d'Oakland, mais Josh Donaldson, c'était qu'un Christy de bon joueur là-bas. Et puis là, ça revient à Toronto, les attentes sont bonnes, sont très bonnes, mais au point que Josh Donaldson frappe 41 coups de circuit à sa première saison avec les Jays, 123 points produits qui, au passage, était premier. Puis avec tout ça, est l'un des meilleurs joueurs de troisième but des ligues majeures. Une équipe des Blue Jays qui m'a fait absolument rêver. Puis malheureusement que c'est terminé dans une série totalement désastreuse contre les Royals de Kansas City. Mais toujours est-il, Josh Donaldson a laissé sa marque sur le baseball à Toronto comme un véritable symbole. Félix, je m'en fous de ce que tu as à dire. Josh Donaldson a été un héros au Canada, que tu le veuilles ou non. Mais je vais faire ça vite. Tu sais, Josh Donaldson, j'adore. Je l'ai détesté avec les Yankees, puis c'est vraiment pas un gars que j'ai apprécié pour ce qu'il a fait avec les Yankees, mais je vais quand même donner du respect sur une chose. Ce gars-là a commencé sa carrière en étant un catcher pour les A's. Il faut rappeler, ce gars-là a commencé à être catcher. A commencé à jouer au troisième but, est devenu excellent au troisième but et a eu une bonne carrière de frappeur au troisième but. Bravo à lui quand même pour cette carrière-là.
Je l'ai pas aimé avec les Yankees, mais je suis quand même capable de reconnaître que le gars qui... Je pense pas qu'il valait autant de la renommée ou quoi que ce soit, mais ça a été une longue carrière. Ça a été une longue et bonne carrière. Et bravo quand même à Josh Donaldson pour cette belle carrière qui a un peu mal fini, mais c'est pas grave. Puis je pense que c'est ça justement qui fait que sa candidature au temps de la renommée... Ouais, mais même à ça. Mais ouais, ça aurait été borderline. Ça aurait été très borderline. Ça aurait été du Hall of Good, mettons. C'est ça. C'est ça, ouais. Il va être sur le bulletin. Peut-être survivre à une année, mais je pense pas qu'il... Même une année, je pense pas. Je pense que c'était une belle carrière, mais pas de temps de la renommée pro. Non, définitivement. Pour finir là-dessus, mon moment le plus mémorable de Josh Donaldson avec les Blue Jays, c'était un bel après-midi du mois d'août. C'était quoi? 9e manche. Deuxième moitié, bien sûr, de la 9e manche. 4-4. Donaldson au bâton. Un bon après-midi. Solo. Home run avec Buck Martinez qui crie « He's done it again! Get a ball! Get a ball! Gone! » Et tout ça pour gagner sur le walk-off. Je pourrais vous écrire un documentaire ou un livre sur les Blue Jays des 2015. Je prends le gars le plus connecté à ces Blue Jays-là. On va passer au basketball pour terminer ces sujets sport de l'émission. Petite mention pour commencer vite de joueurs dont la saison est fort probablement terminée. C'est un qui fait très, 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 très mal ici au Québec. C'est Bénédicte Mathurin qui ne pourra pas terminer la saison avec les Pacers de l'Indiana. Un autre aussi qui est très peu surprenant, c'est Ben Simmons. Ben Simmons qui... Right on cue. Right on cue, exact. Tout se passe selon le plan. Mais ça fait pas 2 semaines que Ben Simmons disait que ouais, mais je vais être disponible peu importe pour aider les Nets, puis je vais tout faire pour être disponible, puis si la saison est finie 2 semaines après. C'est pas il y a 2 semaines qu'il a dit ça, genre? Ça, c'est probablement l'affaire la plus Ben Simmons que tu peux pas dire aussi. Là. Ouais, c'est ça. Je vais être là pour aider mon équipe, puis il se blesse. Mais tu sais, il se blesse 2 semaines après, il est tout le temps blessé. Là. Ce gars-là, il payait à être blessé. Là. Non, exact. Puis je pense j'ai plus la statistique sous les yeux, mais c'est genre dans les dernières années, c'est ça. Ben Simmons, lors des 3 dernières saisons, donc là, on parle 82 x 3, fait que c'est quoi? C'est 164 plus 82, c'est quoi? C'est 200... Oh, c'est 246. Donc sur 246 matchs, Ben Simmons... je t'arrête 2 secondes. On se part un podcast de maths, les boys. Sérieux, on a tellement gaulé le calcul mental à 3, là. Il a fallu être 3 pour faire 82 x 3. C'était grave. J'ai mes maths 4 et 5,36. Moi, je fais juste dire ça de même. J'ai mes maths 4 et 5,36. J'ai mes maths CST. J'ai été rang centile 95 au Québec. J'ai reçu une belle lettre. Ma meilleure note globale que j'ai eue dans ma vie, c'était 95 en maths régulière de secondaire 4. Qui l'eût cru? Je me retrouve ici aujourd'hui là-dessus. Toujours est-il, je peux quand même utiliser mes talents de communicateur pour vous dire que Ben Simmons n'aura joué que 57 matchs au travers des saisons 2022, 2023 et 2024. Pour combien d'argent aura-t-il mis dans ses poches? Mesdames et messieurs, on parle de 106 346 016 $. Si vous trouvez une job avec un meilleur salaire horaire, dites-moi là. Je suis prêt à pas mal n'importe quoi. Mais c'est fou. Une game, c'est même pas 1 heure, théoriquement. Mettons, je me force, je dis que c'est 3 heures, OK? 106 millions pour 50 games, tu disais, hey, c'est pas payé. T'es bien payé. Pour ça, là, bravo Ben Simmons. On me souffle à l'oreille que Anthony Rendon would like a word avec toi, s'il te plaît. Anthony Rendon, au moins, il fait une déclaration scandaleuse de temps en temps. Des fois, il fait comme s'il un point. Des fois, il fait croire qu'il parle pas anglais. Ça, c'est drôle. On rit un peu. Des fois, il dit qu'il haït sa job. Au moins, il rend ça le fun. Tu vois, c'est ça qui est le fun avec ce gars-là. Ben Simmons, il haït sa job, il cache pas. Il s'assoit sur le banc, il amène des kits flyés, puis c'est là que ça se termine pour Ben Simmons. Ou genre... Ah, puis des fois, il nous fait croire qu'il va réussir un 3 points. Ça, c'est drôle. Des fois, il nous fait croire qu'il va réussir un 3 points. Ça, c'est l'été. Ça, c'est toujours quelque part en plein milieu du mois de juillet. Ou sinon, il envoie des stories Instagram que genre, les 76ers...
ils ont perdu, tandis que le monde sont comme t'es qui pour parler, man? C'est à cause de toi, genre, que t'es plus là. C'est à cause de toi-même que t'es plus là parce que t'as choke contre les fucking Hawks. Ça, c'était incroyable. Là, Félix, tu ris bien, mais Karl Anthony Towns, c'en est un autre dont la saison est fort probablement terminée, là. Ben, peut-être en série. Il parle de peut-être un retour en série si avec un peu de chance, mais ça fait vraiment mal. Maudit LTIR, hein? Ouais. Ça revient en série. Là, le LTIR, là, dans NBA, là, je suis capable. Il n'y en a pas de cap salaire dans NBA. Il y en a un, mais il n'existe pas pour de vrai. Mais tu sais, c'est plate pour les Timberwolves. Ils ont tellement une belle saison, puis tout, puis une des raisons pour expliquer cette belle saison-là, c'est que, justement, Karl Anthony Towns a tellement fait une belle transition au poste de poste numéro 4, poste de power forward, puis ça allait tellement bien, le duo avec lui, Rudy Gobert, tu sais, la défense marchait comme Tim Connelly la pensait quand il était chercher Rudy Gobert. Je vais le dire, avec Rudy Gobert, c'est vraiment quelque chose qui frappait. Ouh. 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 Oh, Mio, il est fier. Non, mais Mio, tu il est continues de fier, faire là. un Rudy Gobert, Mio, fait que fais attention, man. Tu vas aller toucher son micro pour lui donner la grippe. Bon, là, je peux juste vous dire que la pandémie est arrivée il y a 4 ans. Soit dit en passant, ça va être déjà le 4e anniversaire de la pandémie. Et puis tu vois, Rudy Gobert, il a pogné une amende hier. Fait que tu vois, tout revient tout le temps. Il a pogné une grosse amende parce qu'il a fait des signes de pièce à l'arbitre puis qu'il s'est mis à dire que avec les paris sportifs qui prennent de l'ampleur, il y a des calls qui sont un peu suspects. C'est weird, man. Puis, mais tu vois, ça reste plate pour Karl Anthony Towns que c'était tellement un gros morceau de cette équipe-là. Puis là, ça met tellement de pression sur Anthony Edwards qui est même pas capable de se souvenir à quelle heure le match commence. Puis Rudy Gobert qui est occupé à se pogner avec les arbitres. Puis une chance qu'il y a Mike Conley qui amène un peu de stabilité. Puis Jalen McDaniels, dans pas long, il va puncher un mur qui va le finir pour les séries comme l'année passée. Tu sais que ça s'en vient. Tu sais que Minnesota, il n'y a jamais rien de bon qui se passe au Minnesota. C'était trop beau pour être vrai. Je vais te refaire. Moi, je l'ai dit cette semaine, Anthony Edwards va gagner joueur défensif de l'année, pas l'année prochaine, mais l'année suivante. C'est très random comme ça, mais je me dis, je suis pas prêt à dire l'année prochaine, mais je suis prêt à dire dans non, mais honnêtement, c'est le take le plus weird que j'ai entendu. Genre, c'est pas très... Ça veut dire que c'est pas hot, c'est weird. J'ai dit genre, ça, je comprends ton point, puis je suis d'accord, je pense que ça va venir éventuellement, mais c'est weird. Qui fait des hot takes sur la saison 2025-2026? C'est parce que je l'ai vu dans ma boule de cristal, puis une demi-heure plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Le gars a frappé la tête, a sauté le plus haut qu'il a jamais sauté dans sa vie pour arrêter le lay-up de la victoire. Je veux dire, tu diras ce que tu veux, mais j'ai comme perçu dans ma tête, je suis comme Charles Xavier, là. Il manque juste que j'ai comme... Tu manques juste genre mon bolide jaune ici là, pour que je puisse le voir. Puis il manque genre quelques cheveux de plus à la tête. Puis comme je suis prêt à jouer dans le prochain. Peut-être qu'il va être dans le prochain Deadpool. En tout cas, mes amateurs d'MCU ou jaseries. Mais j'aime ça ton take, c'est juste que je pense que c'est le premier que j'entends qui fait la prédiction pour un Defensive Player of the Year dans 2 ans. T'es la première personne que j'entends faire ça. Ah, moi je prédis que le comeback player. Tu dis Wemby va le gagner dans 2 ans, là ça a de l'allure, là c'est le kid qui arrive. Anthony Edwards dans 2 ans, c'est juste fucked up. Puis j'espère que t'as raison parce que je te fais des Timberwolves. Mais c'est fucked up. C'est quel drôle de hot take. Ça pour dire, je pourrais mettre genre 25$ là-dessus live. Puis j'imagine que ça arrive dans 2 ans. Il y a personne qui va t'offrir de parier sur le Defensive Player of the Year dans 2 ans, Mio. Il y a personne. Tu vas être surpris. Tu vas être surpris. En tout cas, moi, si ça arrive, je te paye 25$ chez Popeyes. Puis ça finit de là. Là, that chicken Popeyes. J'étais à Ottawa dernièrement, puis avant de retourner, je peux te confirmer que j'ai chumpé du Popeyes en esti. T'as-tu vu Anthony Edwards? Il est tout le temps là? Tout le temps là? Non, parce que j'étais à Ottawa. c'est un peu des... Je sais que le Minnesota, c'est un peu fade comme place, mais... Il y a du Popeyes? Il y a du Popeyes, on a pas ça ici. On a... on n'ouvre pas. On ouvre pas. La triple menace. Segment investissement. Fait que dans le fond... on parlait de maths tantôt, là, on parlait de maths, ben c'est ça. Hey, ce show-là était sérieux il y a 5 minutes, puis ça a pris une débarque quand on s'est mis à parler. Fait que dans le fond, on a un offre d'investissement. On est prêt à ouvrir un Popeyes. À Boisbriand.
Ça pour dire, pour Oh, terminer. c'est tout malade, c'est malade. Je suis en train de m'étouffer parce que oui, je suis encore fucking malade pour la 3e fois en 2024. Je suis plus capable. Mon système immunitaire, il m'abandonne. Il m'abandonne comme Ben Simmons abandonne les Nets. Oh. Il m'abandonne. Je suis plus capable. Il Ça a m'abandonne déjà comme été un Connor show Gauthier. structuré, ça, là. Ça a Il déjà été un m'abandonne show comme Connor structuré. Gauthier a abandonné les Flyers. Oh, fuck. Too soon. Il m'abandonne comme Giancarlo Stanton a abandonné les Marlins. Non, je pense que c'est le contraire. C'est les Marlins qui ont abandonné. Ça, c'était fucked up, tu sais. Mais tu vois, c'était un bel essai, Mio. Pourrait, tu sais, j'aimais 203, mais toi, il fallait que t'arrêtes à 2. Il n'y avait pas de 3, il fallait que t'arrêtes. C'était comme la game de trop. C'est comme quand on joue à Rocket League, c'est la game de trop. On finit toujours ça sur une. Non. On va finir notre blog basketball, toujours est-il, avant qu'on s'éternise trop longtemps. Petite mention quand même du côté de la WNBA. L'année passée, on a eu un match à Toronto de pré-saison, puis ça a crissement bien fonctionné, au point qu'on était prêt à dire « Hey, on va avoir une franchise à Toronto ». Finalement, ça tombait un petit peu à l'eau. Puis là, on entend parler cette semaine que la famille Tannenbaum aurait soumis une offre à la WNBA pour avoir une franchise. Donc, est-ce que ça va arriver? Probablement. On le souhaite. Il y a un intérêt mutuel là. Et on annonce aussi cette semaine que le 5 mai prochain, donc le Cinco de Mayo, aussi, pas n'importe quelle journée, très important pour ma communauté sud-américaine, je suis avec vous autres, qui va y avoir justement un match à Edmonton. Ça va être les Sparks de Los Angeles contre le Storm de Seattle. Le monde va pouvoir voir Kia Nurse à l'œuvre. Puis Kia Nurse, c'est quand même drôle parce que elle était comme de l'autre bord. Puis là, ben, elle est rendue de l'autre bord. Pour dire, elle a changé d'équipe cet été. Ça pour dire, elle était avec le Storm, puis là, elle est rendue avec les Sparks, pour faire simple. Fait que, un petit peu plus clair. On avait 100% de chance. On avait 100%, fuck you, Pop. On avait 100% de chance d'avoir Kia Nurse. Non, mais faudrait pas dire des trop mauvais mots, ne pas dire des jurons, des sacres, parce que c'est quoi que j'entends en ce moment? Oh, c'est le perron d'église, les boys! Oh, yeah! wow! Ouais, non, mais ça fait une couple de mois qu'on fait ce show-là. C'est de loin la meilleure transition qu'on a jamais eue en vrai 7 mois de show. Je suis comme le Segway guy. Faudrait t'avoir qu'on me donne un Segway comme Paul Blart. By the way, si vous êtes prêts à me virer comme 5$, je vais vous donner mon adresse email en privé. Si vous êtes prêts à me donner 5$, je peux vous donner une photo du prochain acteur qui va jouer Paul Blart. Indice, c'est Félix. Les gars ici vont savoir. Producer Ali va le savoir aussi. Petite rencontre qu'on a eue cette semaine. Toujours est-il, Perron d'église cette semaine, donc, on a 2 sujets avec vous à discuter. Donc, premier qui nous provient de Jonathan Dussault, qui nous demande le meilleur moment du sport canadien. Là, c'est l'argent tabarnak, ça, là. Il y en a en esti, là. Mais tu sais quoi? Tu sais quoi? Ça va pas être avec la victoire. Je vais y aller... La personne humanitaire que je suis, étudiant camien, le marathon de l'espoir de Terry Fox. OK, ouais. C'est cool. C'est dur à battre. Pour vrai. Mais je suis sûr que quand Jonathan a posé la question, ça ne faisait clairement pas partie de ça. Tu vois, vite demain, quand on m'avait posé la question, j'y avais pas pensé. J'ai complètement oublié. Ben, je viens d'y penser. Ouais. Mais... Le gars, il improvise sur le fly. non, mais c'est parce que j'avais déjà mon idée en tête. Puis c'est très clair. C'est très clair, juste parce que je l'ai vécu. Mais ça va être le but de la victoire de Sidney Crosby aux Olympiques de 2010. Ah, j'ai pas le choix de dire ça, je l'ai vécu. Maintenant, Pop, je sais que toi, ça va pas être la super série des années 70. Certes, t'es pas si vieux que ça non plus. Mais je suis quand même curieux de savoir c'est quoi ton moment anthologie pour toi. Le plus, ce qui est vraiment plus drôle, c'est que je vais prendre un moment que j'étais même pas né. C'est ça le plus drôle, le plus drôle là-dedans. Pour moi. Je vais prendre le circuit victorieux de Joe Carter qui donnait la série mondiale aux Jays en 93. Hey, non, mais attends, je sais qu'on fait des jokes tout le temps sur le fait que t'es vieux, mais t'étais pas né pour le circuit de Joe Carter? Mais non, c'était 92, ça, right?
93? 92, 93. Moi, je suis en 93. C'était laquelle? C'était le deuxième. C'était le deuxième ou je suis en C'était le deuxième, ok. 95, moi? Moi, je suis en Ok, 95. je savais que t'étais pas loin, mais ok. Fait que moi, j'ai pas vu la dernière Coupe Stanley du Canadien de Montréal. Ok, Je mais l'ai toi, pas t'as vu. comme Excuse-moi, moi, dans ma tête, t'as 600 ans, pas. Fait que dans ma tête, t'as tout vu, là. Fait mais que. Pop, t'as genre coïncidé avec le départ de Patrick Roy, c'est genre à cause de toi. Oui, écoute, je suis né le... Oui, exact. Oui, exact. C'est arrivé même pas 2 mois après ma naissance et je suis en train de faire le calcul vite. 9 mois plus tard après ma naissance, le Québec a failli se séparer aussi. C'était le chaos. Tout est arrivé, t'as crissé le chaos en arrivant, là. Oh, moi, je fais juste dire que quand je suis né, la Macarena était la plus grosse shit que l'univers de la musique a jamais connue. Moi, je fais juste dire. Pété quand t'es arrivé, toi, là. Tout a chié quand t'es arrivé, man. Mais juste pour dire, le circuit de Joe Carter, c'est anthologie parce que, qui ne rêve pas en tant que joueur de baseball de claquer un circuit pour donner le championnat à ton équipe? Et 2, ça donnait une victoire au Blue Jays de Toronto, la deuxième conquête de suite, la même année que le Canadien de Montréal a gagné sa dernière Coupe Stanley. Et donc, la dernière fois qu'on a eu un vrai championnat au Canada dans ces 2 sports-là. Mais moi, ce qui m'a fait le plus rire en regardant ça, c'est à quel point les États-Unis étaient mad que les Blue Jays gagnent 2 années de suite. Il y en a même qui disaient... Il y en a même qui disaient que le climat plus froid du Canada avantageait les Blue Jays alors qu'ils jouent dans un stade intérieur. Non, mais imagine aussi, genre, une couple de mois plus tard, comment il devait être en tabarnak que les Expos soient meilleure équipe en 94. Moi, je pense qu'ils ont déclenché la grève parce qu'ils étaient tannés que ce soit 3 clubs canadiens de suite. Ils devaient vraiment être plus capables, man. Le passe-temps de l'Amérique 3 ans de suite au Canada, il devait être en calice, man. C'est parce que c'est le passe-temps des Américains, tu pourrais pas comprendre. Hey, sérieux, il devait voir rouge, man. Rouge. Félix, je te regarde en ce moment, avec ta caméra, avec ta carte du monde en l'air de toi. Yes. C'est quoi ton... Carte du monde où on voit pas le Canada hier est un peu trop basse. Merci. Ouais, non, mais on voit le Salvador, par contre. On le voit. Shout-out Mio. Shout-out Mio, futur président du El Salvador. Moi, je suis un grand fan de Bitcoin, vous saurez. Écoute, je vais y aller. Écoute, j'ai moins d'expérience de sport canadien que vous en tant que bébé du podcast. Mais. On a 2 ans de différence. Écoute, Mio, pour moi, t'es un vieux crouton, OK? Mais. Je vais y aller avec un moment quand même où le Canada a pris quand même de la place sur la scène internationale dans un sport où, historiquement, on n'a pas pris beaucoup de place. Les récentes qualifications pour l'équipe de soccer canadienne. Oui, ça a été un... Tu sais, le Canada, ça a toujours été un pays un peu ordinaire au soccer pis tout, puis moi, mon plus grand moment de soccer avant ça, c'était chez les gars. Oui, évidemment, les filles. Mais tu sais, je reviens aux gars, tu sais, les filles étaient vraiment meilleures que les gars. Les gars étaient particulièrement ordinaires. Tu sais, le meilleur souvenir de soccer masculin que j'avais, c'était Cameron Porter qui marquait son but pour l'Impact en championnat canadien. J'ai vraiment failli nommer ça. Championnat de la CONCACAF. CONCACAF, oui, excuse-moi, CONCACAF, c'était quelque chose. C'était vraiment un énorme but. Puis dans un match qui était perdu pour le CF Montréal et tout, qui était l'Impact à ce moment-là. L'Impact! Mais l'Impact! Écoute, cette qualification. Puis moi, une image, je sais que c'était pas le dernier match de ça, mais je vais toujours me souvenir quand ils jouaient un match dans la neige, puis les gars sont allés faire comme des anges dans la neige pour célébrer, puis tout. Puis tu sais, il y avait quelque chose, c'était vraiment comme on arrive sur la scène internationale, puis historiquement, on a toujours été profondément ordinaire en soccer, et là, on est là, on a finalement un programme, puis c'est beau de voir que le programme s'est développé comme ça, puis on a été chercher du talent. Alphonso Davies est un des meilleurs joueurs au monde. Puis son but contre la Croatie, là, ça a tellement été des beaux moments pour cette équipe-là, puis pour un programme qui... Encore là, je suis pas un grand fan de soccer non plus. Je vous mentirai pas, je regarde pas tous les matchs chaque jour, puis mes connaissances sont assez sommaires, mais c'est quand même un grand moment de voir que ce pays-là, qui a toujours été assez ordinaire, a été capable d'aller chez les grosses victoires comme ça, puis d'enfin s'établir un peu de respect sur la scène internationale. C'est fort, c'est vraiment fort, puis c'est beaucoup de travail. Partir un programme d'aide, il existait déjà, là, mais le passer au prochain niveau de même, ça prend 15-20 ans à peu près. C'est de construire un environnement, d'aller chercher les bonnes personnes pour les bons postes.
Et bravo quand même d'avoir réussi à le faire parce que c'est pas une tâche facile. Puis on a réussi à le faire. Puis il y a des pays, là, ça vit de soccer. Puis nous autres, il y a la réalité climatique qui est peut-être un peu moins facile. Je sais que les terrains intérieurs et tout, mais je trouve ça impressionnant de voir comment ils ont réussi à construire ça. Puis bravo à l'équipe canadienne de soccer masculine pour ça, d'avoir réussi à faire ça. Félix, t'as absolument cook là-dessus. J'avoue, hein? Comme toujours. Je t'ai déjà habitué à autre chose. Fais attention à ce que tu vas dire encore. Parce que sinon, on va en parler. Il y a des tapes cachées dans les archives. Là, deuxième question nous vient d'un bon régulier, un fidèle de l'émission, Mathieu Vachon, qui nous demande, au niveau de la LNH, le plus gros what if, le plus gros et si. Oh, ça, je vais y aller. Je vais y aller parce que ça va trahir mon âge. Hein. Moi, je suis le bébé. Je reste des moments récents. Je suis le bébé du podcast. Je vais y aller avec un moment récent. Moi, je suis encore convaincu. Aujourd'hui, je suis encore convaincu que si les Highlanders battaient le Lightning dans le match numéro 7 en demi-finale en 2021, le Canadien gagnait la coupe. Je suis encore convaincu de ça. Fait que moi, je me suis toujours imaginé... On battait pas Tampa, mais on battait les Highlanders. Je suis convaincu qu'on battait les Highlanders. Cette équipe-là était pas si bonne que ça, pas aussi bonne que Tampa. Je suis encore convaincu qu'on battait les Highlanders. Mais ils ont quand même réussi jusqu'à ma mort, je pensais qu'on aurait... Mais ils ont quand même réussi à toffer le Lightning jusqu'en 7, alors que Montréal, on s'est fait éclater en 5. Puis je pense qu'on était un meilleur match-up pour les Highlanders que pour le Lightning. Oui. Je pense qu'on... Il n'y avait pas les gros canons avec les Highlanders qu'il y avait à Tampa. Tampa, ça arrêtait plus, man. Sérieux, il y avait tellement de monde là-bas. Là. T'arrêtais Kucherov, il y avait Point. T'arrêtais Point, il y avait Stamkos. Il y avait Cirelli qui était... Ça arrêtait plus. Il y en avait partout. Le troisième trio... T'arrêtais Edmund, t'avais Sergachev puis Charnak en arrière. Puis t'avais David Savard qui jouait 14 minutes par match, une troisième paire, man. Puis le troisième trio, ça reste encore le meilleur troisième trio que j'ai vu de ma vie. Blake Coleman, Yanni Gould et Barclay Goodrow. Surréel comme troisième trio. T'aimes pas, on les battait pas, mais les Highlanders, jusqu'à ma mort, personne ne va jamais me convaincre qu'on battait pas les Highlanders. C'était comme ce que le Canadien faisait, mais strictly worse. C'est ça, on se pognait contre une version moins bonne de nous autres. C'est exactement ça. On se battait contre une version de nous autres qui avait pas Carey Price. Moi, écoute, Félix, je sais, tu vas y aller. Tu as dit que tu es allé avec quelque chose dans tes années, mais moi, tu sais quoi, je vais aller avec quelque chose qui n'est pas dans mes années parce que Mathieu a vraiment demandé le plus gros what if et non pas. Moi, c'était mon what if personnel. Là, pas, exact. Là, moi, c'est pas selon mon opinion, mais je pense que c'est le plus gros what if. Si Mario Lemieux avait joué plus longtemps. Ah, ben là, oui. Si Mario avait joué plus longtemps, là. Si son dos puis le cancer n'était pas là. Exact. Il serait où en ce moment? Non, mais s'il n'y avait pas de dos, il y aurait une carrière un peu rough. Là. Ça il prenait quand même un dos pour jouer. Oui, mais tu vois, c'est correction, s'il n'avait pas un dos, qu'il l'avait lâché. Mais, oui. Si tout ça n'était pas arrivé, les soucis de santé, là, il serait fort probablement au sommet de la liste des marqueurs. Là. Même Wayne Gretzky va le dire. Wayne Gretzky, c'est le premier à dire qu'il n'aime pas comparer les différentes époques, surtout à ce qui a trait de lui à Gordie Howe, puis en ce moment avec les Crosby, Ovechkin et McDavid. Mais il va dire par contre, Mario Lemieux prend le joueur le plus talentueux qu'il a vu sur patin. Je veux dire, l'élégance. C'est quelque chose d'aussi simple que le high test. C'est quelque chose un drôle de test qu'on accorde parfois dans les sports, mais de voir quelqu'un à quel point il maîtrise absolument toutes les facettes du jeu. Mario Lemieux, la grandeur, la stature, un énorme joueur avec le talent comme inhumain, patinait comme quelqu'un qui avait pas de misère. Je veux dire, le maniement, le tir, la robustesse, l'élégance, le leadership, tout était là pour Mario Lemieux. Je veux dire, c'était comme le prototype du joueur parfait. T'imagines, genre, tu sais, Mario Lemieux, c'est le genre de gars, tu sais, on parle toujours comme, tu sais, d'un joueur qui était comme trop tôt pour genre son âge de hockey. T'imagines un joueur comme Mario Lemieux, genre en 2024, avec toute cette combinaison parfaite. Ouais. On capote sur Kirby Dach en ce moment, qui, sans dire c'est le même genre de gars, mais tu sais, c'est un gars qui patine bien, qui a quand même un bon gabarit, puis tout. On capote sur Mario Lemieux, là, si tu le mets aujourd'hui, c'est Kirby Dach 1000 fois. Là. C'est même pas proche. Fait que, oui. Tu mets Mario Lemieux dans les mêmes conditions aujourd'hui, mettons, avec les régimes, l'entraînement, puis tout ce que les gars ont.
il était écœurant. Il est vraiment écœurant. Puis aussi, il faut lui donner, il y avait le partner in crime parfait à Pittsburgh avec Jaromir Jagr. Quand même. C'est pas peu partout quand t'as Jaromir. Puis alors là, j'enlèverais à Mario, là, les deux. Jaromir était bon, il y avait besoin de Mario aussi, là, mais il y avait tout, puis il y avait le partner in crime. C'est un sport d'équipe. Ben oui, complètement. Moi, je vais conclure rapidement, puis je vais rester un peu avec le Canadien. What if si les Blue Jackets de Columbus ne repêchaient pas Gilbert Brûlé au repêchage de 2005 et prenaient Carey Price? Les 15 prochaines années du CH ressemblent à quoi à cette heure? Ben, il y a Yaroslav Halak qui est le goaler numéro 1. Ça, il reste pendant 10 ans. Est-ce que Cristobal Huet aurait gagné un Hart? On sait pas, peut-être. Non. Peut-être dans un univers parallèle, Cristobal Huet est genre le meilleur goaler à n'avoir jamais existé sur la planète. Mettons Cristobal Huet jouerait comme il jouait tout le temps contre les Bruins de Boston. C'était à peu près ça. Pop, t'as-tu mis un si avec un ray? Oui, mais je m'excuse. Mais c'était un mettons, c'était pas un 6 pour ça, je pense, qui c'est sorti correct. Mais c'est pas sorti correct, c'était pas correct, écoute, mais moi ça m'a jusqu'à à peu près à 19-20 ans, j'utilisais encore le verbe jouser. Fait que j'espère que tu sais qu'on est live, hein? C'est pas l'avant-show ou l'après-show. Là. Non. Ça va sur Internet, cela là. Moi, je suis content que tu continues de plus dire ça. Ok, non, j'ai pas été jusqu'à ce point-là, par exemple. Elle continue. Je vais pas mentir, parfois, ça m'arrive de parler un petit peu vite puis de dire continue. Je suis comme continue. Je suis comme, tu sais, je veux dire au pluriel, mais je vais l'écrire. Ben oui. On va le savoir, mais là, faut, tu sais, là, à l'oral, et on continue, mesdames et messieurs. Comment ça va être tard? Je pense que c'est l'heure, mesdames et messieurs, de vous souhaiter un au revoir à la triple menace. On vous remercie d'avoir été jusqu'à cette heure presque et demie de l'émission. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous quand même. Je commence à avoir mal à la gueule un peu. J'ai ri un petit peu trop La fort. dernière demi-heure est du peu chaos. On a une bonne première heure, puis on l'a fucking échappé à la fin. C'était malade. J'ai dit qu'on partait le podcast de maths, puis ça a dérapé. Félix, les Real Hoopers knows que le chaos de la dernière demi-heure, c'est toujours meilleur. Ben oui. Le chaos, c'est toujours le meilleur. Comme John Hines du Wild du Minnesota qui enlève Marc-André Fleury en plein milieu de la prolongation pendant le jeu. C'est malade ça. C'est juste complètement chaotique and I'm here for it. C'est juste ça que j'ai à dire. Comme aurait dit un sage homme, fuck it, we ball. We ball. Quand même, avant qu'on se quitte à surveiller cette semaine, donc début du baseball qui s'en vient très prochainement, on vous réserve un épisode très spécial très bientôt, donc restez à l'affût. Puis justement, Pop, où est-ce que le monde ils peuvent rester à l'affût de nos dernières nouvelles? Écoute, on est sur TikTok, on est sur Instagram, Triple Menace Podcast, c'est facile à nous retrouver. Sur Facebook, si vous voulez interagir avec nous, si vous voulez retrouver nos meilleurs moments, on a la page Facebook de la Triple Menace. Si vous voulez rire avec nous, envoyez nos memes et aussi participer au Perron d'église. Le super fan des Tigers de Guangdong et surveillez ce qui se passe dans les prochains jours. On vous prépare de quoi pour le March Madness qui s'en vient. Yep. On va cuisiner un petit peu dans les semaines qui suivent des beaux petits projets à vous amener. Sinon, on se retrouve à la même heure la semaine prochaine. Merci beaucoup. Ciao. Le podcast La Triple Menace. Disponible sur Spotify, YouTube, Google Podcast et Apple Podcast.